Le nouvel esprit public, Philippe Meyer, bonjour. Bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouvel esprit public au cours duquel nous allons tenter d'éclairer certains aspects de l'actualité. Nous le ferons avec Nicolas Bavrez, essayiste et avocat, Jean-Louis Bourlange, président de la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale, Béatrice Gibelin, directrice de la revue Hérodote et fondatrice de l'Institut français de géopolitique, et Lionel Zinsou, ancien Premier ministre du Bénin et président de la Fondation Terra Nova. Nous sommes partenaires de l'hebdomadaire Le 1, qui a pour titre cette semaine « Les océans sont-ils notre avenir ?» Il est ainsi chapeauté. Couvrant 70% de la surface du globe, les océans abritent la majorité des espèces vivantes, régulent le climat terrestre et produisent l'essentiel des services écologiques qui nous permettent de vivre. Pourtant, malgré des progrès continus de l'océanographie, il demeure terriblement mystérieux. Des enjeux stratégiques et commerciaux en passant par la recherche scientifique et l'innovation technologique, ce numéro spécial du 1 Hebdo conçu en partenariat avec l'Institut de l'Océan de l'Alliance Sorbonne Université sonde leur avenir. Nous mettrons en ligne mercredi la suite de notre conversation avec Brigitte Lefebvre, qui fut durant 20 ans directrice de la danse à l'Opéra national de Paris, mais qui fut aussi, dans les années 70, avec le Théâtre du Silence, une actrice majeure de la désinstitutionnalisation et de la décentralisation de la danse. La prochaine émission publique aura lieu le dernier dimanche de juin, le 25, à l'École alsacienne. Les inscriptions sont ouvertes. Nous aurons un invité. Ce sera une émission thématique. Et cet invité sera nul autre que le prix Nobel de physique, Alain Aspect, qui, à la qualité de prix Nobel, ajoute celle modeste mais importante d'être, depuis l'origine, un auditeur de ce podcast. Je vous propose maintenant je vous rappelle l'importance de vos contributions et je vous propose de passer à notre premier sujet, le rapport Pisani-Ferry. Il va nous falloir faire en 10 ans ce que nous avons eu de la peine à faire en 30 ans. L'accélération est brutale, affirme Jean Pisani-Ferry dans un rapport intitulé « Les incidences économiques de l'action pour le climat », rapport rendu public le 22 mai et réalisé avec l'inspectrice générale des finances Selma Mahfouz et avec France Stratégie, l'organisme d'évaluation et de prospective rattaché à Matignon. Dans ce travail, M. Pisani-Ferry, professeur à Sciences Po et membre de plusieurs think tanks, et qui fut un pilier de la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, chiffre le coût de l'adaptation aux objectifs environnementaux à un montant de 250 à 300 milliards d'euros de dettes en plus en cumulé en 2030. Missionné en septembre 2022 par la Première ministre, M. Pisani-Ferry avait remis en novembre une première note d'étape à Matignon, alertant déjà sur le changement profond de modèle de développement du pays qu'allait nécessiter l'objectif de neutralité carbone fixé par la Commission européenne à l'horizon 2050 et les 55% de réduction des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. Pour atteindre ces objectifs, il faut selon lui mettre sur la table 66 milliards d'euros d'investissements supplémentaires publics et privés par an, chaque secteur en prenant en charge la moitié. La transition entraînera une perte prononcée de recettes pour l'État. Pour le financement des 33 milliards d'euros d'investissements publics, les auteurs proposent notamment de recourir à l'endettement et à la fiscalité. Ils plaident, je cite, pour un prélèvement forfaitaire exceptionnel de 5% dans une fenêtre de 30 ans qui serait payé par les 10% les mieux dotés et qui rapporterait, selon eux, 150 milliards d'euros sur 30 ans, soit 5 milliards par an. Il s'agit de convaincre les Français que la charge est équitablement répartie, explique Jean Pisani-Ferry. 2 pistes que le ministre de l'Économie et des Finances a exclues, arguant que les 10% des Français les plus riches paient déjà 75% de l'impôt sur le revenu. Pour financer la transition écologique, Bercy a rappelé les pistes déjà évoquées pour financer la loi sur l'industrie verte, le verdissement de la fiscalité, suppression des niches fiscales sur les énergies fossiles, alourdissement des taxes et autres malus sur les véhicules thermiques, la mobilisation de l'épargne des Français avec notamment la création d'un nouveau plan d'épargne Avenir Climat,
le financement par les entreprises et enfin la mobilisation des banques comme la Banque européenne d'investissement qui doit devenir la banque du climat. Le rapport Pisani-Ferry pourrait connaître le sort du rapport Borloo sur les banlieues en 2018. Début juillet, le gouvernement expliquera quel est son plan précis pour financer la transition lors du Conseil de la planification écologique censé trancher la feuille de route élyséenne et le financement qui lui correspond sur cette question. Nicolas Bavrez. Derrière le rapport Pisani-Ferry, c'est vrai que pointe une vraie question fondamentale sur la stratégie de lutte contre le réchauffement climatique, avec, au-delà du problème que pose ce rapport, un contraste complet entre ce qui se passe, ce qui se dessine en Europe et ce qui se dessine aux États-Unis ou en Chine. Donc, le rapport Pisani-Ferry, vous l'avez rappelé, donc on sait qu'il y a un problème majeur de réchauffement climatique, qu'on est parti pour une augmentation des températures de 4 degrés à l'horizon de 2100. La neutralité, a priori, n'est pas impossible, mais en face, on a des pertes importantes de production, des inégalités et par ailleurs un mur d'investissement qui a été rappelé par le rapport de l'ordre de 66 milliards d'euros par an, dont 34 milliards seraient des investissements publics et le reste des investissements privés. Et le rapport Pisani-Ferry fait essentiellement appel à la dette et à l'impôt pour répondre à ce mur d'investissement. Et je pense que cette approche est effectivement extrêmement, d'abord, est erronée et dangereuse. D'abord, c'est une approche qui est une approche malthusienne d'un point de vue économique. Ce rapport assume la baisse d'une partie de l'investissement, de la production et de la productivité. Ensuite, le recours à la dette et à l'impôt, il est à la fois, en tout cas pour la France, très peu possible et très dangereux. La France a une dette de 3 000 milliards d'euros. Elle a déjà été dégradée par Fitch. Et si on veut effectivement se retrouver dans la position du Royaume-Uni en 2022, il faut expliquer qu'on va continuer le quoi qu'il en coûte et que ça ne posera pas de problème. Quant à l'idée d'expliquer que le réchauffement climatique, c'est le problème des riches et donc il faut faire payer les riches et qu'avec ça, on réglera la question et que c'est plus important que de taxer le carbone, c'est évidemment une approche qui est totalement erronée. D'abord, la taxation, c'est vraiment le carbone qui est l'ennemi et donc le prix du carbone est économiquement la chose la plus importante. Et par ailleurs, la mutation que ça suppose, on va y revenir, dès lors qu'en réalité, la capacité de faire appel à la dette publique sera limitée, il faut du capital privé qui sera le vrai levier de cette transition. Et si évidemment, on fait peser un impôt sur le patrimoine de 5%, alors que les taux d'intérêt sont à 3%, donc c'est un impôt confiscatoire, c'est la meilleure manière de faire fuir l'investissement et le capital privé. Et puis, l'idée que tout ceci va être piloté, organisé, centralisé par l'État, alors là, il suffit de voir ce qu'a fait l'État sur la filière énergétique française pour savoir que si on veut vraiment échouer, eh bien, il faut confier à l'État l'ensemble des manettes et des financements. Et derrière, je pense que ce rapport donc s'inscrit toujours dans cette idée que la transition écologique, ça va être des taxes et des normes. Et ça, il faut être clair, c'est pas seulement l'extinction des riches, c'est l'extinction de la classe moyenne, puisqu'aujourd'hui on a programmé l'augmentation du coût des voitures, le doublement du prix des voitures. On a programmé l'augmentation du coût de l'alimentation de 25 à 50%. Et avec les normes sur les passoires thermiques, on ne va pas pouvoir ni occuper, ni louer, ni vendre 7 millions des 33 millions de résidences principales que compte ce pays à l'horizon de 2035. Donc, nous sommes vraiment dans une impasse et ce rapport, j'allais dire, conforte bien tous les murs de l'impasse. Alors, quand on regarde ce qui se passe ailleurs, on voit qu'on peut faire autrement. Et très franchement, ceux qui sont en train de faire la transition écologique et qui la font vraiment, c'est les États-Unis avec l'IRA,
parce que eux, ils sont du côté de l'offre et des solutions. Et ce sont les Chinois qui inondent le monde des véhicules électriques et qui ont pris le leadership de ce marché, qui sont leaders sur la batterie électrique, qui sont leaders sur les énergies renouvelables. Donc je pense qu'il faut complètement changer l'approche, qu'il faut d'abord partir, et là aussi c'était l'erreur de cette pseudo-convention citoyenne, le problème c'est le carbone et donc il faut évaluer toutes les mesures à l'aune de la décarbonation et seulement de la décarbonation. Il faut passer à une économie des solutions et de l'offre. Le rapport ne dit rien sur tout ce qui est décisif, c'est-à-dire quelles technologies, quelles innovations, quelles entreprises et quels emplois on met derrière. Et c'est comme ça qu'on fera la transition écologique. Et c'est avec un nouveau partenariat entre l'État, le marché et les entreprises, et certainement pas avec en étatisant l'ensemble de l'économie. Donc cette écologie technocratique et malthusienne, elle va à la fois tuer la transition écologique, elle va tuer la croissance et en déstabilisant définitivement les classes moyennes, elle va mettre la démocratie en très grand péril. Béatrice Gibla. Eh bien, voilà un tableau extrêmement sévère et particulièrement inquiétant à l'écoute de Nicolas. Bon, je ne suis pas la plus compétente forcément autour de cette table pour aborder ce type de problème. Moi, la question qui me préoccupe, et on l'a déjà un petit peu abordé ici avec d'autres invités, c'est ce discours sur l'urgence, qui revient de façon, on va dire, anxiogène, tout au moins pour certains individus. On parle d'une éco-anxiété. Et puis, cette difficulté à faire accepter à l'ensemble de la population les efforts ou les contraintes qu'il va y avoir. Et je pense que le débat est assez mal posé une fois encore. On a tout un discours chez les écologistes qui est de dire la croissance verte c'est formidable, on va créer des tas d'emplois, ils vont être tout bien, ils vont être non polluants, on va vivre avec le local, tout sera parfait. Donc on a ce type de discours. Puis on a le discours, c'est catastrophique, on va absolument pas s'en sortir, c'est la décroissance et la sobriété au minimum qu'on doit arriver. Et j'avais trouvé, moi, en écoutant en lisant le rapport Pisani-Ferry, que on abordait la question pour dire ça va pas être si facile que ça, et on va pas facilement avoir cette transition. Je trouvais que c'était plutôt intéressant de le dire. La dette, en disant on va accepter la dette, le marché acceptera la dette, puisque ce sera une dette pas pour du fonctionnement, mais pour de l'investissement. Ça, effectivement, ça me laissait un peu dubitatif, je dois dire. Et puis, la troisième chose, c'était taxer les riches, les fameux 10%, qui représentent, alors je ne sais pas si j'ai bien compris, on peut soit le verser en une fois, soit on pourra le verser au cours des 30 ans, si c'est ça. Et puis, je me suis amusée à essayer de calculer ce que ça pouvait représenter, puisque nous avons la chance d'être dans les 10%, mon mari et moi. Voilà. Donc, c'est pas si faramineux que ça. Bon. Oui, mais 53 ans de mariage, je pense qu'on va quand même continuer encore un petit moment, bientôt 54. Bon, donc, dans ces conditions, il n'y a pas vraiment de raison. Et puis, au fond, on s'entend bien. Donc, on va avoir... j'ai pas trouvé que les sommes à verser, si vous voulez, étaient si énormes que ça. Bon, c'est entre 15 000 et 70 000 euros. Bon, c'est une somme, mais enfin, on peut la répartir, on peut payer... Alors, la question qui m'importe, c'est effectivement l'exil fiscal que ça peut représenter. Si on annonce qu'on va taxer les riches, du souvenir que j'ai de ce qui s'est passé quand on a annoncé l'ISF, habitant le Nord-Pas-de-Calais à l'époque, je peux vous dire qu'un certain nombre de grandes familles du Nord ont passé la frontière à une rapidité extraordinaire. Bon, donc ça continuera de la même façon. Et donc, oui, c'est facile en plus. Et deuxièmement, cet exil fiscal va alimenter la représentation parfois juste que tous ces riches n'ont pas vraiment beaucoup la fibre
patriotiques et que seuls leurs intérêts privés les concernent et évoquent la galère pour le reste. Donc, moi, je dois dire, et je le confesse, que je suis un peu, oui, dubitative sur une lecture où je n'arrive pas à voir que tout est négatif, parce que je pense que l'idée de faire un effort parmi les gens les plus aisés dans des situations difficiles me paraît quelque chose de positif et peut permettre aux gens d'accepter eux aussi les efforts qui doivent être faits. Quant à voir la Chine comme étant celle qui va tirer les marrons du feu du tout, moi je ne vois pas un système qui ne génère pas à terme toujours ses propres contradictions. Et je pense qu'on aura aussi des contradictions en Chine et qu'avant qu'on achète tous des voitures électriques chinoises, il y aura quand même un peu de temps qui va s'écouler. Lionel Zinsou. Notre avocat s'étant fait procureur, je vais essayer quand même de défendre un peu le travail de Jean Pisani-Ferry. Je crois qu'il a le mérite de mettre le projecteur sur les aspects d'inégalité dans la transition et de chercher des voies d'une transition juste. Parce que dans le discours de Nicolas à l'instant, on ne fait pas une très grande place à la situation sociale, à l'opinion publique. On n'est pas devant une situation qui met tous les Français ou tous les citoyens du monde à égalité. On est vraiment devant une transition qui va être très difficile, et les Gilets jaunes l'ont déjà montré, très, très difficile à faire accepter par l'opinion sans qu'on bascule vers des choix politiques extrêmes. Il y a un déni de la situation de transition urgente par l'extrême droite et à certains égards par l'extrême gauche. On va vers des problèmes sociaux et politiques. Il fallait bien les traiter. Et donc, moi, je suis plutôt sur ce que vient de dire Béatrice. Il y a un moment où il faut tout de même parler du partage et de la redistribution. Dans le rapport de Jean, il est question du fait qu'on a manqué... dire Jean Pisani-Ferry, parce que tout le monde n'aura pas entendu. Jean Pisani-Ferry... Il y a plusieurs gens qui s'appellent Jean. Jean Pisani-Ferry. Mais quand même, le projecteur, c'est quelque chose d'essentiel. Dans la mondialisation très rapide des 30 dernières années, on n'a pas eu une politique de redistribution qui a créé des conditions d'égalité. Et là, au contraire, à bien des égards, bien que créant de la richesse globalement, exacerbé des problèmes sociaux. Donc c'était important de le faire. Peut-être que la solution est plus complexe que celle du rapport avec la taxation, mais enfin, il faut quand même parler équité, parler justice, il ne faut pas simplement parler marché et technologie. Donc ça, c'est important. D'autre part, c'est une plateforme de dialogue. D'ailleurs, la réaction de la CFDT, de Laurent Berger, a tout de suite été... voilà, maintenant, on peut commencer à parler sérieusement de la transition juste et rentrer dans le dialogue. Et je crois que ça, c'est très positif. La prise de conscience est évidemment très très forte en France, notamment parce que le pays commence à être affecté par le changement climatique d'une façon spectaculaire. C'est une chose de s'inquiéter du problème de l'eau, du stress hydrique dans le monde, puis c'est une autre chose de savoir que la Garonne est à un niveau d'étiage tel qu'on va avoir des problèmes dans le vignoble bordelais et plus d'eau dans la ville de Toulouse. Donc à partir de ce moment-là, tous les événements extrêmes du climat font qu'il y a une prise de conscience très, très forte de l'opinion. Et là, on a des éléments de chiffrage très importants, très sérieux, et des éléments de solutions qui font débat, mais qui cristallisent quand même cette prise de conscience qu'on observe en France. Donc ça, c'est tous les mérites du rapport. Alors, cela étant, là où je partage un tout petit peu l'avis de Nicolas, c'est que Petit A, c'est quand même un peu fermé sur le reste du monde. C'est-à-dire, c'est quand même beaucoup franco-français, la France étant probablement parmi les pays avancés,
celui qui a le moins de problèmes en termes de décarbonation et qui aujourd'hui est dans la meilleure situation de mix énergétique et qui, si elle fait des efforts considérables, va avoir un effet très très marginal sur le réchauffement. D'une certaine manière, comme Africain, je pense que en utilisant une partie des 66 milliards d'investissements supplémentaires à investir en Inde et à investir en Afrique, on aurait beaucoup plus d'impact en préservant et en développant le caractère de puits carbone du continent africain et en faisant des investissements forestiers en Afrique, ou bien en aidant l'Inde à sortir du charbon beaucoup plus vite. Je pense qu'on aurait plus d'impact sur le climat. Et donc, c'est peut-être un peu franco-français. Et par ailleurs, il y a des solutions de financement internationales. Et là encore, c'est vrai que c'est pas forcément un effort très considérable pour les plus riches qui va être demandé par l'ISF vert, mais probablement, ça va décourager complètement les marchés de considérer la France comme un pays où il est raisonnable d'investir. Et donc, c'est un peu dommage parce qu'il va se mobiliser énormément de capitaux dirigés vers la transition énergétique. Ce serait dommage qu'ils évitent la France pour quelque chose qui ressemble à ce qui avait été, vous vous rappelez, les 75% de taxation marginale pour les riches, qui aurait eu un effet très très faible sur les finances publiques, mais a eu un effet considérable de réputation, d'hostilité au marché. Or, c'est quand même, et là aussi je partage l'avis de Nicolas, c'est quand même fondamentalement l'investissement privé, la logique privée et l'efficacité privée qui vont permettre, en s'appuyant sur des masses d'épargne qui sont historiquement exceptionnelles, qui vont permettre de financer, à la fin des fins, la transition énergétique. Donc, un problème de réputation sur le capital serait catastrophique. Je voudrais juste terminer en disant, on dit tout le temps Jean Pisani-Ferry, qui est, au fond, le gourou du président de la République. Moi, je mettrais volontiers le projecteur sur les travaux de Gilles Berset, qui, en matière de taux d'emploi, au fond, la meilleure façon de financer la transition énergétique, c'est de produire plus de richesses en ayant un taux d'emploi qui commence à ressembler à ce qu'il est dans l'Europe germanique ou scandinave. Et on est très décalé et on ne mobilise pas le travail en France au bon niveau. Et ça, c'est au fond des gens très proches aussi du président de la République. On a un peu la même tendance chez Philippe Aghion, autre conseil important en termes de politique de l'offre. Et donc, on a d'autres moyens de créer de la richesse. Est-ce que vous pouvez expliquer l'analyse de Gilbert sur le rapport avec le climat? Je n'ai pas compris votre point. Au fond, il faut plus de croissance et il faut plus de recettes publiques pour pouvoir financer la transition énergétique. Bon, et pour ça, quels sont les leviers que l'on a? C'était en filigrane dans la réforme des retraites. Il s'agit, mais ça va être maintenant un objet de négociation, sur le fait de laisser au travail, de remettre au travail les seniors dans notre économie. Il se trouve que nous avons un taux d'emploi qui est très faible par rapport aux grands pays européens les plus dynamiques. Et on n'est pas condamné à cela. Et il y a notamment des compromis sociaux comme on va mettre à la pré-retraite tous les gens à partir de 57 ans parce que ça va être une façon douce, en fait, de sortir. C'est mieux que le chômage des jeunes. Bon, mais au fond, ceci est quelque chose qui pénalise la croissance en France et la compétitivité en France. Et c'est beaucoup plus important de créer des richesses de cette façon que de taxer. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui parle plus au président de la République et qui est le sous-jacent de sa réponse très négative. Il y a d'autres voies. Et puis, la dernière fermeture de ce rapport, c'est que la technologie peut très bien faire en 10 ans ce qu'on n'a pas fait en 30 ans. Parce que regardez les vaccins pendant le Covid, on a fait en 1 an ce qu'on n'aurait pas fait en 10 ans en matière de progrès. La recherche fondamentale qui était complètement sous-financée est vraiment quelque chose qui comporte des moyens
de répondre au financement et à la réussite de la transition énergétique. Donc c'est un rapport qui est un peu fermé sur lui-même et qu'il faudra ouvrir par le dialogue. Jean-Louis Bourlange. Oui, moi je suis assez d'accord avec les deux choses qui viennent d'être, trois choses qui viennent d'être dites. D'abord, je crois qu'il y a quand même un constat qui est très net. Je pense que vraiment 95% des Français maintenant sont convaincus, que le réchauffement climatique est un problème fondamental, que l'activité humaine joue un rôle décisif dans la fabrication, même si c'est pas forcément exclusif, dans le développement des gaz à effet de serre. Et que le développement des gaz à effet de serre est vraiment une des causes fondamentales de ce réchauffement. Donc là, il y a un premier accord dont procède le rapport Ferry, et je crois qu'on peut être Pisani-Ferry, et je crois qu'on peut être d'accord là-dessus. La deuxième chose, je trouve que le rapport est plus nuancé que ne le dit Nicolas sur les méthodes. Il dit, globalement, il y a la norme, les prix, l'innovation technologique liée au prix, bien sûr, et la redistribution fiscale. Alors, il insiste sur la redistribution fiscale, mais enfin, il n'est pas partisan, comme dirait Giraudoux, du légume unique. C'est-à-dire le prélèvement fiscal, point final. Il dit que les autres approches ne suffisent pas. Cela dit, là où je suis tout à fait d'accord avec les critiques qui sont faites, c'est que parmi les conseillers du président, puisque conseiller du président au pluriel il y a, il est celui qui prend vraiment la philosophie la plus traditionnelle et celle qu'on croyait quand même, dont on croyait s'être écarté, et que les travaillistes anglais avait mis au point dans les années 45-50 en Angleterre, et qui a conduit le Royaume-Uni à des résultats pour le moins médiocres, et qui se résument par les deux mots tax and spend. On prélève et on dépense. Là, il y a quand même cette facilité bureaucratique, technocratique, française de prélever. Pourquoi ? Parce que c'est une industrie dans lequel on excelle, le prélèvement fiscal. On sait y faire, on a une administration efficace. D'ailleurs, Bercy est une des administrations qui s'est le mieux modernisée au cours des 20 dernières années. On sait prélever. Les Français ont une tolérance à l'impôt incroyable. C'est d'ailleurs ça qui explique que les agences de notation continuent de ne pas trop nous condamner, en dépit d'une gestion budgétaire qui est quand même un petit peu préoccupante, en disant, avec les Français, au moins, ils savent tondre. Ils savent. Oui, ils savent tondre. Les Français sont à 58% de prélèvements obligatoires et ça, et ils tolèrent, ils supportent. Bon, donc, alors, je crois que là, il y a quand même une facilité, d'autant que je suis entièrement d'accord avec ce qui a été dit par Lionel et par Nicolas sur ce plan. Le prix, le marché est un élément dynamique absolument essentiel. On peut agir à travers la taxe carbone, le prélèvement, enfin, il y a plusieurs manières d'agir. La technologie, l'investissement technologique est la grande ressource. La sobriété, c'est certainement, en termes de consommation, c'est certainement une arme, mais il faut quand même faire attention à pas désespérer les pauvres vieux qui ont l'habitude de vivre comme ça, de manger du bœuf, etc., au risque de créer, désespérer les petits vieux, au risque de créer vraiment des problèmes de politique assez importants, des polarisations aux extrêmes. En tout cas, vraiment, l'investissement, les prix, la croissance, le dégagement de profit, moi je suis entièrement d'accord avec Gilbert Sette sur ce plan-là. J'ai pensé, comme lui, on avait pas mal discuté ensemble, j'ai pensé que la grande erreur du gouvernement dans l'affaire, je l'ai dit d'ailleurs ici même, que la grande erreur du gouvernement dans l'affaire des retraites n'avait pas été de mettre l'accent sur le fait que 64 ans ou 65 ans d'ailleurs, c'était plus de croissance, plus de moyens, plus de capacité de rééquilibrage budgétaire, plus de capacité de rééquilibrage de la balance commerciale, plus de capacité à faire face aux exigences d'éducation, de défense, de santé et de lutte contre le réchauffement climatique. C'était ça l'approche qu'il fallait développer, et c'est une approche qui a été caressée à un moment par le président de la République, mais
à peine avait-il caressé qu'il a levé la main sur le dos qu'il caressait, et on est passé à autre chose et à des raisonnements un peu compliqués sur la justice, etc., dans lequel le gouvernement s'est enferré joyeusement. Donc je crois que tout ça, là on a un retour quand même à cette espèce de vieux logiciel. Donc là, je trouve que ça ne met pas l'accent sur les bonnes choses. Puis alors, dernière chose, moi je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Lionel, je crois que dans cette affaire, globalement, nous sommes atteints de ce que Jean-Paul Fitoussi appelait le syndrome du lampadaire. C'est-à-dire, le syndrome du lampadaire, ça consiste à chercher la clé qu'on a perdue sous le lampadaire, non pas parce qu'elle y est, parce qu'on sait qu'on l'a perdue ailleurs, mais parce qu'il y a de la lumière et qu'on peut voir. Et là, on investit frénétiquement dans nos problèmes intérieurs, alors que l'enjeu est totalement planétaire. C'est la Chine, c'est les États-Unis, c'est le Brésil, c'est l'Afrique, c'est l'Inde. Moi, je viens de faire un déplacement en Inde et on a un peu examiné ça, mais enfin, les besoins, je suis tout à fait exactement d'accord dans les mêmes termes que ceux qu'a employé Lionel. Il y a d'immenses besoins, notamment les Indiens qui ont fait passer à la fin de la COP27 ce très modeste addendum qui a été considéré comme catastrophique, qui, sur le charbon, ils ont remplacé dans la résolution le mot « phasing out » par le mot phasing down. Donc on réduit, on ne sort pas. Quand on voit que toute la production électrique indienne est à base de charbon, et que là, ils sont pas prêts de se déprendre de cela, même s'ils font de grands efforts. Hein, je ne conteste pas du tout. On a discuté beaucoup avec les responsables indiens de la lutte contre le réchauffement climatique, et ils font d'énormes efforts. Mais on voit que, logiquement, ils vont produire une augmentation de gaz à effet de serre en quelques années qui sera exactement comparable à la diminution de gaz à effet de serre en Europe. Et nous, en Europe, on n'est pas les plus mauvais, les plus mal placés. On a fait des choix un petit peu moins bizarres que ceux de nos camarades allemands, et on est quand même responsable de à peu près 1% du réchauffement climatique mondial, ce qui veut dire, alors c'est pas kantien comme démarche de ma part. Ce qui veut dire, parce que quand on fait ce qu'on fait de telle manière que si tout le monde fait comme nous, ça marche. Bon, mais si on voit bien que tout le monde ne fera pas comme nous, et que même si on fait des efforts considérables, on n'arrivera pas à grand-chose. On est dans la situation de la jeune Alice dans l'œuvre de Lewis Carroll, qui court très vite, rien que pour rester sur place. Donc, je pense que là, il y a quelque chose qui cloche véritablement, et je pense que il faut voir les choses tout à fait autrement. Ça aboutit à quoi ? Ça aboutit, et je conclus par là, à une hystérisation de notre rapport à le syndrome du réverbère. Ça aboutit à une hystérisation de nos propres efforts. Puisqu'on n'y arrive pas, on en demande plus, on devient de plus en plus exigeant, de plus en plus punitif, de plus en plus dénonciateur, alors qu'en réalité, le problème est ailleurs. Deuxièmement, il faudrait peut-être utiliser l'argent autrement. Je suis tout à fait d'accord, c'est d'ailleurs une idée que nous développons à la Commission des Affaires étrangères de l'Assemblée nationale avec ce qu'a dit Lionel sur le fait que la responsabilité principale dans cette affaire des Européens, et notamment de la France, c'est d'aider ceux qui tentent de faire cela. Alors non, c'est l'Inde, la France par rapport à l'Inde, c'est tout petit par rapport à très grand. Mais d'aider effectivement la communauté internationale dans sa diversité à relever un défi qui est un défi planétaire. Et c'est ça qui compte. Et deuxièmement, et donc il faut... Alors, le prélèvement carbone aux frontières avait cet avantage d'être une sorte de fusil à tirer dans les coins, si j'ose dire, mais c'est très difficile à mettre en œuvre, ça avance pas, enfin... Mais et d'une façon générale, quand les gens du tiers-monde, enfin, ce qu'on appelait le tiers-monde, l'Inde, l'Afrique, etc., nous disent « Vous avez beaucoup pollué, il faut faire des efforts », c'est tout à fait juste. Mais également, je veux dire qu'une chose qu'il faut voir, c'est que si on met l'argent, parce qu'on va échouer, c'est tout. Quand on voit
On peut dire tout ce qu'on veut, tout le monde se serre les coudes, dans la COP27, on a fait ci, on a fait ça. Les prévisions sont que sur l'Inde, ils n'atteindront pas leurs objectifs. Il faut beaucoup d'efforts, il ne faut pas leur en vouloir. Ils sont très pauvres, s'ils deviennent riches, ils consomment plus. Enfin, c'est un truc terrible pour eux, mais on n'y arrivera pas. Et donc, on doit se demander si, compte tenu de la modicité de notre contribution à l'émission de gaz à effet de serre, l'argent ne doit pas d'abord être utilisé pour prévenir les risques, les conséquences d'un réchauffement climatique qui sera de toute manière plus important que nos ambitions. Un mot encore sur l'inégalité. Je crois qu'il y a un raisonnement il y a un double raisonnement faux, si je puis dire. C'est tout à fait vrai ce qui est vrai, c'est que la lutte contre le réchauffement climatique coûtera de l'argent. Ça, il le dit, Ferry. Alors, il sort quand même de l'espèce d'optimisme selon lequel tout un tas de gens disent ça va créer de la croissance, des choses. C'est pas vrai du tout. C'est de la destruction de valeur, légitime. Mais c'est de la destruction de valeur. Quand on dit que des immeubles sont maintenant inutilisables, on détruit la valeur d'un certain nombre de choses. Et cette destruction de valeur, elle va peser très fortement sur les gens qui n'ont pas beaucoup de moyens financiers. Donc là, il y a quelque chose de juste. Mais là où c'est faux, c'est de penser qu'on va faire une niche parce que effectivement, les très riches dépensent plus, ont une empreinte carbone plus défavorable que les très pauvres, on peut arriver à ça. En réalité, il faut pas voir ça comme ça. La France, il y a toujours notre ami Arnaud, qui est un peu plus riche que tout le monde, et un certain nombre de gens comme ça, M. Pouyanné, etc. Mais en réalité, il y a une espèce de masse française moyenne, et quand on dit on fait payer les 10% de plus, ça signifie rien, parce que 10% c'est au milieu, c'est pas du tout une barrière, il n'y a pas du tout des gens qui sont au-dessus des pourcents et des gens qui sont en dessous. En réalité, c'est tout l'ensemble des classes. On a une société dans laquelle l'ensemble des classes moyennes gagnent pas beaucoup d'argent, et si on veut faire un prélèvement, il faut le faire sur tout le monde et proportionnellement plus progressivement. Voilà, moi, ce que je pense, et je pense que Macron a raison d'être prudent, même si Ferry a quand même fait plus de progrès que Nicolas le dit dans la voie de la modernisation du débat. Béatrice Gibelin. Oui, une chose qui me gêne là-dedans en disant, mais c'est l'affaire au fond, c'est vrai, vous avez raison, c'est sur l'Inde qu'il faut travailler, c'est sur l'Afrique, c'est là qu'on gagnera beaucoup parce qu'il y a beaucoup à gagner. Donc c'est là qu'on doit y aller. Mais est-ce que c'est pas réalimenter l'idée alors c'est pas la peine quand même qu'on se fatigue trop, parce que de toute façon nous c'est tellement infinitésimal ce que nous allons faire malgré tous nos efforts. Alors, puisque c'est à l'échelle planétaire, au fond, faisons pas grand-chose. Je suis pas sûre que ce soit forcément facilement recevable, et que cet argent-là, si qu'on le distribue soit en Afrique, soit en Inde, je suis pas tout à fait sûre que ce soit bien compris, et les difficultés des COP le prouvent. Lionel Zinsou. Ça n'est pas bien. Oui, compris. moi, ce qui me frappe, c'est quand même l'ignorance de la flexibilité, de la profondeur du marché par cette analyse. C'est-à-dire, il y a un niveau d'épargne record dans le monde. Les grands gestionnaires d'actifs, les principaux, globalement, au fond, gèrent à peu près 150 000 milliards de dollars. C'est considérable. C'est plusieurs années de PIB mondial qui sont sous gestion professionnelle. Et aujourd'hui, où les marchés financiers sont relativement fermés à la prise de risque, fermés, par exemple, au capital investissement, temporairement, fermés aux pays émergents et aux pays en développement. S'il y a un compartiment qui, lui, est très ouvert, c'est celui de la finance climat, celui de la finance verte, avec de nombreuses innovations, avec notamment des contributions philanthropiques, entre guillemets, de la Gates Foundation, de la Mastercard Foundation, de la Bezos Foundation pour la Terre, qui mobilisent des milliards et qui ont l'avantage de permettre, parce que c'est des subventions, ce sont des dons, mais d'une ampleur historiquement jamais vue, mais permettent d'abaisser le risque, en fait, d'absorber une partie des pertes
qu'on peut faire quand on fait des investissements agricoles, de transformation, forestiers et autres, qui peuvent demander du capital patient, 10 ans pour avoir un retour sur investissement. On a donc de nouveaux acteurs qui viennent et qui baissent le niveau de risque. Et par ailleurs, avec les marchés de crédit carbone, demain, de crédits de biodiversité qui vont certainement se développer, on a quelque chose qui permet d'ajouter aux modèles économiques de la transition des éléments de rémunération. Quand vous pouvez, parce que vous avez fait un investissement aussi bien en France, sur la forêt ou sur la transition agricole, qui est évidemment un enjeu fondamental pour le réchauffement climatique, vous avez, avec des crédits carbone, un élément d'augmentation de la rentabilité des modèles économiques. Et ça veut dire qu'on est dans une situation où on abaisse le risque avec de nouveaux instruments financiers et on augmente le profit associé aux investissements. Donc l'idée qui traverse le rapport que les investissements vont être peu rentables par rapport aux investissements antérieurs et que ça nous promet 10 ans de crise me paraît tout à fait fausse. On est en train de mettre en place pour mobiliser, et on y arrive puisque c'est vraiment un marché très dynamique, on est capable pour la finance climat d'arriver à jouer sur le couple essentiel, j'abaisse le risque, j'augmente la rentabilité et j'attire de plus en plus de capitaux. Et ça, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus rationnel que de faire à travers de l'investissement public, où là, pour le coup, on n'a pas un track record très bon d'efficacité. Donc, les marchés ont la profondeur et les instruments, et c'est prouvé aujourd'hui en termes d'ouverture et de disponibilité de financer, parce que à la fin des fins, 2,3% du PIB d'investissement supplémentaire, ça n'est pas beaucoup. C'est simplement revenir au niveau, il y a 10 ans, d'investissement dans une économie comme l'économie française, puisqu'on avait eu un tassement des investissements. Donc, il n'y a pas de mur d'investissement, il y a une profondeur du marché. Nicolas Ce que vient de dire Lionel Zinsou est tout à fait exact. Simplement, cet argent des marchés, il va évidemment pas aller dans des endroits où on ne garantit que des normes et des impôts et fortiori un impôt sur le patrimoine. Donc, cet argent privé, il va aller aux États-Unis avec l'IRA, où le système fonctionne déjà, où les entreprises reçoivent déjà de l'argent et où ils sont du côté de l'offre, de la technologie, de l'innovation et des emplois. Moi, c'est ce que j'aurais dit. C'est ce que j'aurais dit si j'avais accepté d'être plus long que trop long. Vous n'êtes jamais trop long. Vous n'êtes pas assez court, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Il nous reste extrêmement peu de temps pour aborder le deuxième sujet que nous avions envisagé, celui de l'Espagne. Je résume qu'après les dernières élections régionales et municipales, l'extrême droite, représentée par le parti Vox, sort gagnante d'un scrutin avec plus d'1,5 million de voix au municipal. Elle a doublé son score en 4 ans et elle assoit davantage sa place de troisième force politique du pays. La droite ne pourra gouverner dans les régions récupérées que si cette extrême droite s'allie avec elle, ou si elle s'allie avec cette extrême droite. Le PSOE a été sanctionné dans les urnes, alors que le bilan de Pedro Sanchez est plutôt jugé satisfaisant par les Espagnols. Il note positivement la hausse du salaire minimum d'environ 47% durant la législature et la réforme du marché du travail limitant les emplois précaires. Il salue les bons résultats économiques. L'inflation, 4% en avril, est très inférieure au reste de l'Europe. Le plafond du prix du gaz négocié à Bruxelles. Le taux de chômage en baisse à 13%. Le pays affiche l'une des croissances les plus dynamiques d'Europe avec un PIB en hausse de 5,5% l'an dernier et 1,9% attendu cette année. On voit par là que malgré cette réussite économique, l'échec politique du PSOE est une sorte de pied de nez adressé à l'aphorisme de James Carville à Bill Clinton, qui doit maintenant être inversé. « It's not the economy, stupid ». Béatrice Gibert. Oui, on a tous, on a vu beaucoup de commentaires en disant mais c'est paradoxal et économiquement c'est tout à fait satisfaisant et puis on se retrouve avec, on parle même de tsunami, ce qui est à mon avis un peu excessif parce que le PSOE a une différence à peu près de 750 000 voix avec le Parti populaire et il a perdu 1 point par rapport aux élections précédentes.
100%. Donc, c'est pas, ça s'est joué toujours à quelques voix de l'emporter. Mais incontestablement, les résultats économiques n'ont pas suffi, même si Sanchez s'est beaucoup investi dans cette campagne, qui était une campagne locale et régionale. Ce n'était pas toutes les régions, ce n'était pas l'ensemble de l'Espagne non plus qui votait. Donc il faut regarder un peu ces résultats. Moi, ce qui me frappe beaucoup là-dedans, c'est que la mobilisation qu'il y a eu, et non seulement Vox qui double ses voix, bon, on est encore quand même qu'à 1,6 million de voix, il y a encore de la marge si on compare à chez nous, mais c'est au fond le danger qu'a représenté la politique de Sanchez pour l'unité de l'Espagne. La question qui est en jeu, c'est l'existence de l'Espagne en tant qu'État-nation. Et je mets un S à nation, dans la mesure où on a toujours reconnu plusieurs nations en Espagne. Et ça a été une mobilisation extrêmement forte. Et ce qui a été reproché à Sanchez, c'est d'avoir fait alliance, alors qu'il avait dit qu'il ne le ferait pas, mais si vous voulez gouverner, il était impossible de faire autrement, de faire une alliance avec Podemos, qui est effectivement la gauche radicale, qui, elle, s'effondre véritablement dans ses résultats. Ils sont laminés, réellement. Et le deuxième élément, c'est qu'il a dû s'allier avec des partis indépendantistes, dont Bildu, qui est, au fond, la vitrine politique de l'ETA. Et Bildu a mis dans ses listes électorales des gens qui avaient été condamnés pour avoir été membres de l'État et avoir fomenté, pour certains d'entre eux, des attentats. Et la deuxième, c'est évidemment la Catalogne, avec l'alliance qu'il fait avec le RC, où c'est effectivement aussi un mouvement indépendantiste, et vous vous souvenez comment, en fait, ce référendum non reconnu a suscité en Espagne une très très forte réaction. Or, il a amnistié effectivement un certain nombre de gens qui avaient participé à ce référendum. Tout ceci s'est mal passé. Moi, ce que je vois dans cette réaction forte, on a dit de la droite reprend le pouvoir, non, c'est, je crois, beaucoup d'Espagnols qui ne veulent pas voir l'Espagne se déliter. Je pense que c'est la grille de lecture importante. Nicolas Bavrez. Alors d'abord sur l'économie. C'est vrai que l'économie espagnole en apparence va plutôt bien. La croissance a été de 5,5 en 2021, 5,4 en 2022. Le chômage est revenu à 12,7%. Mais il faut quand même rappeler la violence des chocs subis par l'Espagne. 2008, c'est une baisse de plus de 10% du PIB avec une des pires bulles immobilières et financières de l'histoire. Le Covid, à cause de l'importance du tourisme, c'est 11,3% de baisse du PIB. Et puis depuis, on a la sécheresse qui est quand même en train de faire des ravages sur l'économie agricole, puisqu'on a 80% des terres arables qui sont aujourd'hui en situation d'asphyxie. Donc les chocs sur ce pays sont considérables, et il faut quand même rappeler que, en dépit de ces taux de croissance, l'Espagne n'a toujours pas retrouvé son niveau d'activité de l'avant-Covid. La deuxième chose qui a été extrêmement bien décrite, c'est le problème politique. En fait, l'Espagne est venue à la fin du cycle de la transition démocratique qui finalement s'est ouverte en 1976, qui s'est fini avec la démission de Juan Carlos en réalité en 2014. Et depuis, c'est un système politique qui a perdu tout ancrage. Et avec deux problèmes. Le problème de l'indépendantisme et de l'unité de l'Espagne, ça a été dit. Et côté Podemos a forcé des réformes sociétales qui parfois sont complètement déraisonnables. La loi sur le consentement sexuel qui a été très mal rédigée, c'est 1000 délinquants sexuels qui ont été, du coup, qui sont sortis de prison. Et ça, c'est complètement incompréhensible pour les Espagnols. Donc, ce sur quoi je voudrais insister, c'est que d'abord, les élections ne sont jamais jouées par avance. Donc, le 23 juillet, on va bien voir ce qui va se passer, même si apparemment la droite part avec un avantage. Je rappellerai simplement que cette date n'est pas neutre, puisque c'est juste quelques jours après la date anniversaire du coup d'État du 18 juillet 1936, et que c'est bien la marque que Sanchez veut faire une campagne extrêmement idéologique et morale. Et je rappellerai l'autre chose importante pour l'Europe, c'est que ces élections vont se passer pendant la présidence espagnole de l'Union. Donc c'est quand même une vraie question compte tenu des enjeux aujourd'hui sur l'Union
évidemment l'élargissement, la guerre en Ukraine, le modèle énergétique, les migrations, les problèmes du pacte de stabilité et de croissance. Et derrière ces élections, c'est vrai qu'on va voir, il y a cette évolution qu'on voit naître aujourd'hui, qui est cette espèce de basculement de l'Europe vers des formes de plus en plus d'union des droites. C'est ce qu'on a vu en Italie, c'est ce qu'on a vu en Suède. Le résultat de l'Espagne sera important au-delà même de l'Espagne pour dire si ce mouvement se confirme et s'amplifie. Et c'est important, notamment dans la perspective des élections européennes de 2024. Lionel Zinsou. Oui, moi c'est ce qui me frappe le plus. Si on est à un an des élections européennes et on a sur l'évolution des droites en Europe quand même un sujet spectaculaire, c'est-à-dire qu'il est nécessaire désormais, et on le voit dans plusieurs des généralités espagnoles, pour un parti populaire, un parti de droite traditionnel, qui a quand même près de 32% des voix, alors on est très très loin de l'effondrement des partis de gouvernement en France, mais pour gouverner dans ces généralités, il va falloir gouverner avec l'extrême droite qui pose ses conditions. Et cela, on le voit en Suède, on le voit en Italie, on le voit donc d'un bout à l'autre de l'Europe. Et franchement... en Italie, il faut gouverner avec la droite, parce que l'extrême droite est au pouvoir. Oui, c'est ça. Alors, c'est même renversé, si vous voulez. Et donc ça, on va voir ce que ça donne, parce que ça va renforcer, dans les élections européennes, les apports des pays de l'Est, tels la Hongrie ou la Pologne, et ça pose des problèmes sur la règle de droit en Europe, parce que il y a des choses qui sont communes, notamment le rejet de juridictions européennes, la volonté de se retirer d'un certain nombre d'institutions et de pratiques de la règle de droit, et d'aller vraiment vers quelque chose de très très différent de ce qu'était la droite de gouvernement. Et donc là, l'Espagne est un miroir. Et le 23 juillet, ça va être très important pour comprendre le destin européen en termes d'évolution de la droite, sachant que la gauche, franchement, s'effondre à l'extrême et que l'union de la gauche est de moins en moins facile en Europe. Tout ça va se nouer dans un an. Jean-Louis Bourlanges. Oui, je crois que vos analyses sont parfaites. Le bilan de Pedro Sanchez est bon. Les problèmes demeurent. C'est vrai qu'il est bon, mais ce n'est pas de nature à renverser l'espérance des Espagnols, qui sont évidemment inquiets. Et je crois que l'analyse de Béatrice disant que les deux problèmes fondamentaux, ça a été d'une part le problème identitaire, qui s'est identifié, nous, il s'identifie à travers la question migratoire. Là-bas, il s'identifie avec la question des nationalités, mais je dois dire que les habiletés de Sanchez dans la gestion de la question catalane ne doivent pas être sous-estimées, parce qu'au bout du compte, il a quand même contribué à maintenir, à ancrer la Catalogne dans l'ensemble espagnol, parce que la gauche indépendantiste a marqué des points, a gagné, mais la droite, le parti de Puigdemont, l'ancien parti comme Pujol, oui, c'est vraiment effondré. Donc il y a eu il y a un succès paradoxal des socialistes à Barcelone, en Catalogne, par rapport à l'échec global qui est le leur dans le reste de l'Espagne. Donc là, c'est quelque chose sur les Basques, vous avez tout à fait raison. Sur la seconde chose, c'est effectivement les problèmes du LGBTisme. Alors là, non seulement la délinquance, mais la loi prévoyait que les jeunes pourraient, sur simple déclaration, changer, je ne sais pas s'il faut dire de sexe ou de genre, plutôt de genre, parce que le sexe, ça impliquerait des moyens un peu plus conséquents au point de vue technologique, à partir de 14 ans et à partir de 16 ans, sans l'autorisation des parents, sans même l'information des parents. C'est quelque chose qui a provoqué un effroi considérable. On sous-estime l'importance géopolitique en Europe et dans l'ensemble du monde de la question LGBTiste. C'est un marqueur essentiel de la carte internationale. Et là, il y a eu un refus. Alors, deuxième observation, c'est pas un effondrement du tout du Parti socialiste, c'est un effondrement de Ciudadanos qui disparaît, les centristes, un effondrement de Podemos, mais la caractéristique espagnole par rapport à l'Italie,
et même un peu par rapport à nous, tout ça est compliqué chez nous par le macronisme, c'est que les partis traditionnels tiennent le coup. Ils sont pas seuls, ils ont besoin d'alliés. Et effectivement, les sondages qui ont été faits cette semaine, d'ailleurs, il y a eu un sondage qui montre que très vraisemblablement, le 23 juillet, jour des élections générales, Podemos, le Parti populaire aura, avec Vox, mais pas sans Vox, une majorité absolue. La dernière remarque, c'est sur l'Europe. Je crois c'est tout à fait essentiel. J'ai lu un article récemment disant, et je comprends bien, je trouvais ça un peu excessif, que Emmanuel Macron était, paraît-il, inquiet de l'émergence de Meloni comme leader et trouvait que ça lui posait un problème, etc. Là, si on a un succès des populaires alliés à Vox en Espagne, ça confirmera l'idée qu'en Europe, il y aurait un nouvel équilibre qui pourrait s'établir, qui reposera, puisque Meloni a ce grand avantage sur Salvini d'être liée à la coalition anti-russe, et non pas du tout comme Salvini dépendante de la Russie, donc elle est proche de la Pologne bien davantage que de la Hongrie, et il y a donc une sorte de convergence qui va s'établir entre le PPE, de plus en plus conservateur, et le groupe parlementaire dans lequel la Pologne et l'Italie se réuniraient. Et ça pose un problème très, très grave sur le plan stratégique, notamment en France pour la majorité. Je vous remercie. Nous sommes arrivés à notre dernière séquence, la séquence des brèves que je voudrais introduire. Je voudrais signaler un court roman d'un auteur salvadorien, Horacio Castellanos Moya, qui vit et travaille aujourd'hui à Pittsburgh dans le cadre du programme des villes-refuges créé par Russell Banks. Comme l'écrit son éditeur, Horacio Castellanos Moya a écrit plus d'une dizaine de romans qui lui ont valu de nombreux prix, des menaces de mort et une reconnaissance internationale. Le héros de L'homme apprivoisé a connu plusieurs exils. Le dernier en date le conduit en Suède. Il y vit, mais à peine. Il se traîne, secouru par une infirmière qui finira par ne plus supporter son état d'ataraxie, mélange d'incapacité à entreprendre quoi que ce soit là où il n'a ni racines, ni familiarité culturelle, ni même connaissance de la langue, et qu'aggrave la dépendance aux neuroleptiques. Il survit donc dans un indéniable désordre intellectuel, psychologique, sentimental, sexuel, et avoir échappé aux menaces ne guérit pas de la peur, cela pousse plutôt à une méfiance proche de la paranoïa. On croit sauver ceux qui ont pu fuir les dictateurs et les gangs, et Horacio Castellanos Moya montre que pour certains, l'exil est un autre mal, mais un mal d'autant plus difficile à le supporter qu'il est enquisté au plus profond de l'esprit et qu'il plombe l'existence de l'émigré. Erasmo Aragon, le héros de L'homme apprivoisé, n'aura finalement pas d'autre choix que de retourner dans le pays qu'il a dû fuir. Béatrice Gibelin. Eh bien, moi, c'est un roman qui a eu le prix Médicis étranger, Les abeilles grises d'Andrei Kourkov, qui est un merveilleux roman. Voilà, ça se passe dans le Donbass, dans la zone grise, qui n'est plus tout à fait contrôlée par les séparatistes russes, épaulés par la Russie, ni même par les Ukrainiens. C'est cette zone d'entre-deux, et il reste deux ennemis intimes dans le village, et comme ils sont plus que tous les deux, ils vont se rabibocher, parce que l'un est un alcoolique invétéré, et l'autre est un ancien inspecteur de sécurité, mais qui est surtout apiculteur, et qui aime ses abeilles. Et la première partie du roman se passe là, dans cette zone tout à fait désespérante. Et puis l'apiculteur, au printemps, décide de partir avec ses abeilles pour les emmener à Crimée, pour retrouver un apiculteur tatar qu'il avait rencontré dans un colloque. Et c'est ce voyage et ce séjour en Crimée, plus on avance, plus on va d'une certaine façon vers le soleil et la douceur, avec rencontre d'une femme, puis rencontre de tous ces personnages au fil du temps. Et ce temps dans la Crimée, c'est un merveilleux roman avec un côté profondément triste, mais énormément de charme et de douceur, avec un petit peu un goût de miel. Lionel Zinsou. Alors moi, dans la foulée de notre premier sujet, je recommanderais de lire la synthèse en 150 pages publiée sur le site de France Stratégie du rapport Pisani-Ferry. Ça me paraît raisonnable d'entrer dans cette lecture. Après en avoir parlé, il vaut mieux le lire. Voilà. Et
sur Internet, c'est assez facile d'écouter aussi 2 professeurs au Collège de France, Philippe Aguillon, au fond, qui sur la politique de l'offre et le rejet des propositions de taxation de Jean Pisani-Ferry est éloquent et cohérent avec les intentions du premier quinquennat, où il avait été influent, et plus sévère, le professeur Fontcave, qui est au Collège de France chargé des systèmes de pédagogie et de la recherche sur les systèmes énergétiques, qui explique que le rapport n'est ni utile ni profond, mais qui met l'accent sur le fait que, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Louis, comme on n'atteindra pas l'objectif des 1,5 degrés et qu'on sera très au-delà, il y a toute une catégorie d'investissements supplémentaires à faire, ceux de l'adaptation au fait qu'il n'y aura pas de changement climatique par rapport à la tendance actuelle, et qu'il va bien falloir investir quand on aura plus d'eau, quand on aura des submersions d'îles, d'États insulaires et les côtes qui changeront de géographie, il faudra bien faire toute une série d'investissements d'infrastructures. Donc c'est ce point aveugle un petit peu dans le débat qui est très bien illustré par cet auteur. Et Gilbert Sette, qu'on a évoqué tout à l'heure, sur il faut travailler plus et il faut dégager de cette façon quelque chose qui sera une transition financée de façon beaucoup plus logique que l'accroissement irréaliste. Travailler plus pour chauffer moins. Exactement. Nicolas Bavrez. L'idée irréaliste d'augmenter les prélèvements obligatoires. Nicolas Bavrez. Je voulais recommander le livre d'Hélène D'accord, Quand la musique fait l'histoire, aux éditions Passé Composé. C'est un livre qui est très réussi, qui rappelle que la musique est évidemment un art majeur, mais c'est aussi un outil régalien, un outil diplomatique, un outil militaire, que la musique est utilisée pour les rivalités entre les puissances. Elle a été aussi utilisée pour la constitution, l'invention des nations. Quand on regarde par exemple le rôle de Verdi dans la construction de l'unité italienne. Donc ce livre est construit autour de 15 moments. Je ne vais pas vous les dire tous, mais il y a un moment français, la lutte entre l'opéra bouffe et l'opéra français. Il y a Beethoven qui passe de l'admiration à la détestation l'admiration pour Bonaparte et la détestation pour Napoléon. Il y a Shostakovich et sa fameuse symphonie Leningrad. Rostropovitch, évidemment, devant le mur. Et on termine avec le Philharmonique de New York à Pyongyang. Et c'est vrai qu'au moment où on a cette guerre d'Ukraine, on voit les polémiques autour des musiciens russes. On aura aussi les polémiques autour des sportifs russes ou biélorusses pour les Jeux Olympiques. Et je crois que ce livre, effectivement, rappelle utilement que la musique fait l'histoire, et on verra que le sport également. Jean-Louis Bourlange. Oui, c'est la phrase de Woody Allen. Quand j'écoute Wagner, j'ai envie d'envahir la Pologne. Donc, moi, j'avais évoqué, mais en termes extrêmement confus, il y a quelques semaines, le livre d'Isabelle Lasserre, Macron-Poutine, les liaisons dangereuses. Je voulais le rappeler, parce que je l'avais vraiment pas présenté, mais évoqué simplement. C'est un livre très intéressant parce qu'on voit deux personnalités, c'est la confrontation de deux personnalités totalement différentes en réalité. Un homme qui vit, Poutine, qui est absolument terrifiant, et qui vit dans un monde parallèle qui s'éloigne de plus en plus de la réalité, et de l'autre, Macron, qui, d'une façon générale, surplombe la réalité par un excès de rationalisme. Donc, d'un côté, on a une irrationalité dévastatrice, et de l'autre, une rationalité abusive. Et puis, je voudrais surtout recommander le livre de Anna Colin-Lebedev, Jamais frères, Ukraine et Russie, une tragédie post-soviétique. Nous l'avions reçu d'ailleurs à propos de ce livre. Ici, en tout cas, et elle avait fait une très forte impression sur nos auditeurs, que vous ne faites que renforcer. Oui, bon, très bien, je crois que vous par ces mots, vous estimez que j'en ai dit assez. Il me semble que votre approbation est comprise par tous nos auditeurs. Et je signale que Anna Colin-Lebedev fait très régulièrement ce qu'on appelle des posts sur Twitter, où elle, chaque fois, donne des informations très vérifiées et très intéressantes. N'oubliez pas vos contributions. Elles nous
permettre de vivre. N'oubliez pas que le 25 juin, nous recevons Alain Aspect pour une émission en public à l'École alsacienne et que vous pouvez vous inscrire. Et je remercie Sophie Jacquin avec qui cette émission a été préparée. Benoît Carré qui va en assurer le compendium auquel vous pouvez d'ailleurs vous abonner gratuitement. Nicolas Tourneau, sans qui notre site ne vivrait pas. Olivier Magloire qui répond à toutes les questions qui concernent la plateforme de financement. Mathéo Gillet qui a enregistré cette émission et Nouvelles Écoutes avec Julien Neuville qui nous produisent. Et je vous donne rendez-vous mercredi pour la conversation avec Brigitte Lefebvre, ancienne directrice de la danse à l'Opéra de Paris, et dimanche prochain pour un Nouvel Esprit Public.